Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. L'événement, vous le savez, c'est ici aujourd'hui à Bourges avec la suite, la première après-midi de ce 89e congrès des départements de France. Alors ce matin, si vous étiez sur notre antenne, vous avez entendu beaucoup de témoignages de présidents des départements, des témoignages qui étaient marqués par un certain scepticisme, par une certaine incrédulité quant à l'avenir que l'exécutif réserve aux départements de France. Alors évidemment, il y a ce bouleversement fiscal, on en a déjà beaucoup parlé, qui est dans toutes les têtes et contre lesquels l'ensemble des élus et l'association des départements de France est aujourd'hui vent debout. On en reparlera, bien entendu. Il y a eu cet appel de Gérard Larcher, on en reparlera aussi à l'unité, en parenthèse, l'unité des associations d'élus qu'on retrouvera dans quelques minutes ici à Bourges. Bref, les sujets d'inquiétude sont nombreux. Merci Jean-René Le Serre d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du département du Nord. On vous a entendu ce matin témoigner et vous disiez à l'assistance que l'une de vos inquiétudes, c'était de finir l'année, j'allais dire boucler les fins de mois. Bien sûr, vous savez, les départements, c'est une étiquette qui recouvre des réalités très différentes. Les préoccupations de Paris, ville-département, des Hauts-de-Seine, et de bien d'autres, les Alpes-Maritimes, la Charente-Maritime, qui sont des départements tant mieux pour eux aisés, leurs préoccupations ne sont pas les mêmes qu'une grande partie de la France rurale, et puis les départements à très fort taux de chômage, comme le Nord, le Pas-de-Calais ou la Seine-Saint-Denis. Nous, on vit pour finir l'année, alors que les autres pensent, et c'est très bien, à ce qui se passera dans 20 ans. Alors si j'ai bien compris, il y a des systèmes de péréquation, c'est-à-dire les départements riches donnent un peu pour les départements les plus pauvres, ce n'est pas suffisant, j'imagine. Oui, puis j'aime pas la formule donne. Si vous voulez, je pense que lorsque vous avez un département qui va avoir en frais de notaire cette année 1,5 milliard, et vous en avez d'autres qui, en frais de notaire, les petits départements ruraux vont avoir 20 millions d'euros, 30 peut-être, avec beaucoup de chance et le vent dans le dos. Ce n'est pas un problème de don, c'est un problème de péréquation, c'est un problème de justice fiscale. Je ne dis pas merci à Paris, aux Hauts-de-Seine, lorsqu'effectivement ils acceptent de faire profiter globalement le pays tout entier de la manne qui ne doit rien à leur talent. Ce n'est pas parce que la maire de Paris est plus compétente que la présidente, par exemple, de la Creuse, que les résultats sont différents. Oui, il faut rappeler que Paris est un département également. Bien sûr, ouais. Paris est un département qui à lui seul, il y a une augmentation de 1 milliard sur 2019 des frais de notaire. Paris en prend 330 à 340 millions, donc plus du tiers à lui seul. C'est pas supportable, c'est pas tolérable s'il n'y avait pas péréquation. Mais la péréquation, c'est pas de l'aumône. La péréquation, c'est de la justice fiscale. Jean-René Le Serre, vous êtes un département particulier, le département du Nord, marqué par le chômage, par une certaine pauvreté, par des dossiers qu'on ne retrouve pas à l'heure. Aujourd'hui, quelles sont vos principales préoccupations, vos dossiers les plus lourds? Alors, le dossier le plus lourd depuis le début, c'était effectivement le dossier du RSA, et puis plus globalement des allocations individuelles de solidarité. Mon département, qui est le plus peuplé de France, et de loin, 400 000 habitants de plus que Paris, mon département, il a 500 millions de participation aux AIS à payer chaque année. On est exactement à parité, l'État 500 millions, le département 500 millions, pour 1 milliard d'AIS. Mais ça va plutôt mieux par rapport à la situation que j'ai trouvée, tout simplement parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'un grand nombre d'allocataires du RSA puissent retrouver du travail, ce qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour les personnes qui retrouvent leur place dans la société, gagnant pour la collectivité qui va pouvoir consacrer davantage d'argent aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à l'aide sociale à l'enfance. Et je ne peux pas entendre non plus le fait que les AIS, ce n'est pas de notre faute. Pour l'APA et la PCH, c'est vrai. Pour le revenu de solidarité active, ce n'est pas vrai. Autre gros dossier lourd certainement pour vous, ce fameux dossier des mineurs non accompagnés, et en particulier des mineurs non accompagnés étrangers qui sont certainement nombreux chez vous dans le Nord. Bien sûr, mais là aussi il y a des progrès qui sont en train malgré tout de se faire jour, puisque vous savez qu'aujourd'hui il y a un problème important qui est le problème de la clé de répartition des MNA. Cette clé de répartition, elle ne prend en compte que l'importance de la population de moins de 19 ans. Comme je disais au président de la République, dans votre système, il vaut mieux être vieux et riche que jeune et pauvre. Eh bien, ça va être modifié. Dans un premier temps, on va avoir une petite modification, mais qui déjà va dans le sens de la justice, qui consistera à dire on prend en compte toute la population, et pas seulement la population de moins de 19 ans. Et puis dans un deuxième temps, mais là il faudra un véhicule législatif, on prendra en compte également des éléments de richesse, donc potentiel financier, potentiel fiscal, PIB par habitant, pour avoir enfin une répartition équitable qui permette de mieux traiter les mineurs non accompagnés. Une dernière question, Jean-René Le Serre. J'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe,
que vous me semblez un peu moins pessimiste que vos collègues. On les a entendus ce matin très préoccupés par les bouleversements fiscaux, par exemple. J'ai l'impression que votre pragmatisme vous donne, j'allais dire, davantage d'énergie que vos collègues. Vous savez, je n'aime pas le cœur des pleureuses. Je trouve que ça sert à rien. Je pense qu'il y a des combats qui n'ont pas réellement d'objet à être livrés. Je ne suis pas Don Quichotte à l'égard des moulins à vent. Réclamer qu'on remette en cause la suppression de la taxe d'habitation, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas quel est le président qui la rétablira. Et je ne sais pas quel est le président qui rétablira également, d'ailleurs, la taxe professionnelle. Réclamer les milliards que nous doit l'État, c'est bien gentil. Mais ça ne nous fait pas avancer, effectivement, d'un centimètre. Réclamer aujourd'hui la fin de la contractualisation des contrats de Cahors. Mais il n'y a qu'à demander qu'on ne les renouvelle pas. Les contrats de Cahors, c'est 2018, 2019, 2020. 2019 est fini. Et puis, entre-temps, que l'on trouve avec les préfets, moi je l'ai bien trouvé avec le mien de préfet, les modalités pour que certaines dépenses ne soient pas prises en considération. Et à ce moment-là, on pourra s'attaquer au vrai problème, qui est le problème toujours de l'augmentation des frais de notaire, mais on y reviendra peut-être après les élections, ce sera plus facile. En tout cas, on écoutera Jacqueline Gourault, la ministre concernée par ces problèmes. Dès demain, elle sera présente à Bourges. Tout à fait. Merci Moi, beaucoup. je ne lui tournerai pas le dos, vous savez. Mais je le sais. Merci beaucoup, Jean-René Le Serre, d'avoir été avec nous. Merci on à va vous. tout de suite retrouver dans la salle plénière de ce congrès des départements de France. On va parler d'un autre dossier. On en parlera demain. La fameuse décentralisation, cette fameuse loi 3D qu'on nous a présentée pour 2020. Tout de suite, je laisse la parole à Éric Revel. C'est l'animateur de cette table ronde qui réunit l'ensemble des représentants de Territoires Unis, l'Association des maires de France, l'Association des régions de France et bien entendu l'Association des départements de France. Un congrès, on le sait, marqué par les questions de décentralisation, de fiscalité aussi. On a entendu à la fois le président Bussereau ce matin et le président du Sénat, Gérard Larcher, se poser en une sorte de médiateur, car on sent bien que le débat se crispe. La décentralisation est importante, mais une décentralisation sans moyens est par définition une décentralisation incomplète. Et pourtant, les mouvements sociaux de ces derniers mois ont rappelé les liens forts qui doivent exister entre la France qui souffre le plus, parfois celle des territoires, et précisément ces ancrages politiques locaux. Nous aurons des points de vue, et puis nous enchaînerons avec une table ronde où les uns et les autres, évidemment, parleront de décentralisation, de département, mais aussi de fiscalité. Les invités aujourd'hui sont Michel Autissier, le président du département du Cher, Dominique Bussereau, président de l'ADF et président d'un département qui m'est cher, qui est la Charente-Maritime, Géraldine Chavrier, bien sûr la professeure des universités, Paris 1, spécialiste du droit et notamment du droit des collectivités locales, Renaud Muselier, le président de la région Sud, Philippe Laurent qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est le secrétaire général de l'AMF et des présidents d'Interco, qui est le maire de Sceaux, Philippe Laurent, François Sauvadet évidemment, que vous avez aperçu sur ces images, le président du groupe de la droite du centre et président évidemment de la Côte d'Or, et puis André Viola, le président du groupe de gauche à l'ADF, et également président de l'Aude. Ce qui est important, ce sont les points de vue. Donc, sans plus attendre, je vais demander à Madame Chavrier, professeure que vous connaissez bien, spécialiste du droit des collectivités, de nous parler de ce point de vue, de son point de vue, et surtout, finalement, Gérard Larcher a terminé, Madame la professeure, par cette idée de subsidiarité ascendante ce matin, en disant que la verticalité n'était plus possible, ce qui descend du haut et qui arrive en bas. Donc, sur toutes ces notions juridiques, le président Larcher, d'une quelque sorte, vous a lancé et a lancé votre sujet. On vous écoute avec impatience. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tous en effet ici en faveur d'une meilleure décentralisation, mais il ne me semble pas, pour y parvenir, qu'il soit utile de demander de nouvelles normes. Il ne s'agit pas de résignation. Il s'agit plutôt d'un vibrant appel à l'application de dispositions qui existent déjà, et l'application par l'État, par les services des administrations centrales et par le législateur. En effet, depuis la révision constitutionnelle de mars 2003, nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut pour parvenir à cette subsidiarité ascendante dont on va beaucoup parler, je pense, encore cet après-midi. Lors de la révision constitutionnelle de 2003, le président Chirac avait expliqué la philosophie, qui était déjà d'ailleurs la fin de la décentralisation octroyée. Vous savez, c'était une référence à 1814 avec le roi qui était seul à avoir la souveraineté, puis qui voulait bien octroyer un petit peu de cette souveraineté au Parlement. Et ça devait être la fin de la décentralisation octroyée au profit d'une décentralisation concertée. La concertation, ça signifiait effectivement
que l'État devait reconnaître les collectivités territoriales comme un fait s'imposant à lui et que la décentralisation devait être décidée ensemble. Bien, ça déjà, ça manque en application. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un conseil qui sera peut-être créé entre les régions, les exécutifs régionaux et l'État, mais ça ne suffira pas. Il faut effectivement une négociation, y compris effectivement du prochain projet de loi. Et cette philosophie, elle a été traduite par un article 72 de la Constitution qui a consacré un principe de subsidiarité très mésestimé. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit que les collectivités ont vocation à exercer les compétences qu'elles sont le mieux à même d'exercer à leur échelon. Il y a eu un amendement pour faire écrire qu'elles avaient vocation pour prendre les décisions, c'est dans la Constitution, concernant l'exercice des compétences qui peuvent être mieux exercées à leur échelon. C'est très important. D'abord, prendre les décisions, ça peut aussi être concernant la faculté de prendre ou pas la compétence. Pourquoi est-ce que le même échelon serait le mieux placé partout sur le territoire pour exercer la compétence? Et dès la loi de 2003, cette idée était déjà appliquée, puisque vous aviez par exemple les fonds européens, c'était la région qui devait être compétente en matière d'expérimentation, mais si elle n'en voulait pas, ça pouvait être le département. Et puis vous avez eu des appels à compétences concernant les infrastructures aéroportuaires où tout le monde pouvait être candidat s'il était intéressé. Puis si tout le monde était candidat, bien, il y avait une concertation avec le préfet. Donc on peut proposer des compétences aux collectivités territoriales, et la subsidiarité, c'est aussi de savoir si elle est bien placée ou pas pour l'exercer. Bien sûr que c'est le législateur qui fixe ses compétences, mais cette souplesse est déjà possible et il faut l'utiliser. Ensuite, prendre les décisions concernant l'exercice de ces compétences, ça veut dire qu'il doit en être terminé de cette décentralisation de gestion. On vous donne des compétences et puis après, vous avez la centralisation normative, là, du haut jusqu'en bas, qui va vous dire exactement comment exercer votre compétence et qui va tuer l'imagination juridique qui serait favorable au territoire. Donc en fait, il faut qu'elle puisse avoir un pouvoir réglementaire. Et il a été consacré dans la Constitution, et le ministre de Védjian expliquait qu'il était pour lever tout doute quant à la capacité du législateur à renvoyer plus souvent au pouvoir réglementaire local des collectivités. Et ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin de révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel avait expliqué dans une décision de 2002 que la Constitution permettait aux législateurs de renvoyer aux collectivités locales pour fixer certaines modalités d'application des lois, celles concernant leurs propres compétences et dès lors qu'il n'y avait pas de liberté publique et leurs garanties qui pouvaient être touchées. Et on l'a déjà fait en 2002 pour les régions. Avant 2002, les régions octroyaient des aides directes aux entreprises qui étaient complètement fixées par décret du Premier ministre. C'était tout pareil sur le territoire alors que rien n'était pareil. En 2002, la loi a renvoyé aux assemblées délibérantes régionales la possibilité de fixer ces aides et de fixer leur régime juridique. Et ça a été bien mieux en termes de différenciation, parce qu'on a pu s'adapter au territoire. Donc ça, c'est tout à fait possible dès aujourd'hui. Il faut que le législateur, à chaque fois, se demande s'il est utile de renvoyer au Premier ministre ou s'il est possible de renvoyer au pouvoir réglementaire local pour fixer l'exercice des compétences. On a tout ce qu'il faut. Il nous faut juste une révolution des mentalités. Merci beaucoup, Madame Chevrier. Je me tourne vers Dominique Bussereau maintenant. Je vois que Renaud Muselier est déjà concentré sur les réponses. Dominique Bussereau, vous avez eu deux phrases ce matin qui m'ont marqué. Vous avez dit « le compte n'y est pas, l'État commande beaucoup mais ne paye pas ». On se souvient de l'appel de Marseille du 26 septembre 2018, l'acte 3 de la décentralisation après 2003. Que signifie pour vous, mais j'ai un peu la réponse dans ce que vous avez dit, mais quand même j'aimerais que vous les précisiez, la responsabilité démocratique sans autonomie financière pour les collectivités? Je voudrais dire rapidement quatre choses, parce que je me suis exprimé ce matin, je le ferai à nouveau demain, après André Viola et François Sauvadet, en présentant la motion sur laquelle nous travaillons actuellement, la motion destinée au gouvernement. Naturellement, pour avoir plus de responsabilités, ou comme le disait Géraldine, pour mieux les exercer, parce que ça fait bien sûr partie de l'épure, faut-il avoir les moyens. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement en colère sur le fait qu'on nous supprime notre part du foncier bâti et que nous n'ayons pas obtenu satisfaction sur une part supplémentaire des droits de mutation. Et il faut aussi que nous puissions nous abstenir dans certains cas du 1,2. On voit bien que le plan pauvreté, certains préfets mettent la part supplémentaire du département dans le 1,2, d'autres ne le font pas. Voilà, donc les choses ne sont pas claires. Et donc aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, nous avons des difficultés d'appréciation et en tout cas une mauvaise réponse financière de l'État. Je vais exprimer trois idées. Éric Revel à ce moment du débat. Nous avons fait déjà ces propositions de nouvelle décentralisation
Quand je dis nous, c'est les régions, Renault, Hervé Morin, les communes, et nous les avons faites. Territoire uni. Territoire uni, nous avons fait des propositions communes. Ensuite, chacun de notre côté, chacun pour notre sphère de compétences, nous avons fait des publications, des propositions. Frédéric Bierry, qui est ici, a fait tout un travail sur des propositions en matière sociale, on en a fait en matière d'habitat, on en a fait en matière de transition énergétique, etc., etc. Donc on est prêt techniquement. Le seul point sur lequel on n'est pas encore tout à fait au point, mais là Géraldine pourra peut-être nous aider, c'est que l'État nous dit on est prêt à vous donner du pouvoir réglementaire. Donc on essaie de regarder juridiquement ce que signifie pour une collectivité le pouvoir réglementaire qui par nature est un pouvoir de l'État. Bon. Ensuite, nous mettons dans la décentralisation la subsidiarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un département considère qu'une intercommunalité peut faire mieux que lui sur un sujet, on ne peut pas, parce que chacun est dans son bloc de compétences. Comment peut-on faire? Idem avec une région. Une région qui dit, pour telle ou telle action économique au quotidien, matière agricole ou autre chose, le département peut avoir une délégation permanente de la région pour agir sans en référer préalablement. Donc, c'est tout ce qu'on peut rajouter en matière de souplesse et de subsidiarité. Et enfin, l'expérimentation. Non pas l'expérimentation, Géraldine, au terme de la réforme constitutionnelle de 2003, qui est on expérimente, et une fois qu'on a expérimenté, c'est valable pour tout le monde et tout le monde doit le faire, mais au coup par coup. Je regarde Frédéric Bierry ou Brigitte Linker, ce qu'ont fait nos collègues alsaciens dans le cadre de la région Grand Est, en bâtissant un nouveau statut de collectivité locale particulière, à résonance européenne, au sein de la région Grand Est, est très intéressant. Il y a là de nombreux collègues ultramarins, le président de la Martinique, la présidente de la Guadeloupe, des élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autres collectivités. Il n'y a pas une collectivité ultramarine en France qui a le même statut que la voisine. En Guadeloupe, il y a encore une région, un département. Chez Alfred Marie-Jeanne, en Martinique, il y a une collectivité unique. En Guyane, c'est encore un autre statut. Je mets à part les statuts d'autonomie de Wallis-Futuna, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, qui sont des statuts d'autonomie, je dirais même de quasi-indépendance, en dehors du régalien, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Mais on a été capable, tous les gouvernements, depuis 20 ans, de faire du à la carte pour chaque collectivité ultramarine, selon ses souhaits, selon les souhaits de ses habitants, qui parfois ont été interrogés par voie référendaire. Alors, sans faire 103 statuts pour les 103 collectivités à compétences départementales en France, on peut certainement mettre beaucoup plus de différenciation. Et moi, je vois l'exemple alsacien, naturellement, avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Renaud Muselier, Dominique Bussereau vient de parler de cette bannière Territoires Unis dans laquelle, évidemment, les régions ont toute leur place pour les régions de France. Je vous ai entendu, Renaud Muselier, à plusieurs reprises, et j'ai eu l'impression que vous tapiez du poing sur la table assez fermement en disant la République décentralisée, elle est bien plus efficace que la République d'en haut, ce qu'a dit tout à l'heure Gérard Larcher. Est-ce que vous êtes un homme en colère? Est-ce que vous reconnaissez vos propos? Je reconnais mes propos, mais la colère est mauvaise conseillère. Le constat que l'on peut faire, en fait, j'ai écouté ce matin longuement tout ce que vous avez dit les uns les autres. Au niveau des régions de France, nous avons exactement le même sentiment, le même problème. Alors, ce n'est pas les mêmes problèmes, puisque ce n'est pas forcément les mêmes compétences, mais c'est exactement les mêmes difficultés que nous rencontrons avec le gouvernement. Alors, pourquoi on a fait Territoire Uni à Marseille il y a 1 an et demi à peu près? C'est finalement, il y avait M. Larcher, les présidents des 3 grosses institutions, que ce soit M. Bussereau, que ce soit M. Barouin, que ce soit M. Morin, parce qu'il y avait très nettement, chez chacun de ces présidents, le sentiment que leur action pour leur propre collectivité ne fonctionnait pas ou dysfonctionnait. Et quand on travaillait ensemble, on se rend compte tous, les uns les autres, que ces difficultés rencontrées, la question est de savoir si le pouvoir central estime que nous sommes des sous-traitants ou si nous avons des responsabilités dans le cadre de nos actions. Et on a bien compris immédiatement que systématiquement, la démarche, c'est de nous diviser. Et la démarche de Territoire Uni est très importante pour ça. Parce que ça évite mécaniquement un certain nombre de décisions qui seraient susceptibles d'être prises par tel ou tel président d'association au profit de telle ou telle forme d'action dans le cadre de sa collectivité, au détriment du reste ou du collectif. Et là, cette solidarité entre ces 3 présidents dans cette action-là, avec bien sûr la vision au niveau du Parlement par l'intermédiaire de M. Larcher, fait en sorte qu'on a vraiment là une structure qui fonctionne. Une fois qu'on a posé ça, quelque chose qui était très important et qui ressort en permanence dans tout ce qui a été dit, peut-on avoir confiance?
C'est ça le vrai problème. Dans toutes nos discussions, systématiquement, on a l'impression d'être pris pour des imbéciles. Parce que ce qu'on nous donne d'un côté, on nous le prend de l'autre. Tu as dit, tu as présenté ça sous une certaine manière. Mais la réalité, c'est que on a eu, nous, notre congrès des régions de France à Bordeaux il y a 10 jours. Monsieur le Premier ministre est venu s'exprimer. Quelques exemples. Il nous a parlé de la modulation du CVAE. Mais c'est plus un piège qu'une proposition, c'est un moyen de se diviser. Il nous a proposé de faire un transfert des pôles de compétences aux régions, des pôles de compétitivité aux régions, mais ils n'en ont pas les moyens pour nous financer les ETP. Parallèlement à ça, ils nous ont dit, bon alors vous savez, il y a le problème des lignes ferroviaires, là, ça c'est très important, donc vous allez les récupérer. Sauf qu'elles sont toutes en mauvais état, on n'a pas les moyens de le faire. Après, vous avez l'expérimentation sur le pôle emploi. Après tout, pourquoi pas, puisqu'on en fait un peu là-dedans, mais c'est quand même peut-être un vaste piège. Quand on voit l'autre volet, qui est le volet par exemple européen, qui est un volet mécanique, c'est-à-dire que normalement, c'est les régions, j'étais député européen jusqu'à la fin de sa mandature, où c'est les régions qui ont en charge la disposition du dispositif. Mais on voit bien que tous les arbitrages étaient faits par le ministère des Affaires de l'Agriculture pour récupérer les moyens financiers qu'ils n'ont plus. Et pour nous enlever, nous, notre moyen d'action par rapport à quelque chose qui était à nous. Un autre exemple, sur l'apprentissage. L'apprentissage, je n'ai pas signé, moi, Emmanuel Pénicaud, j'ai un conflit majeur, Emmanuel Pénicaud. Bon, moi, j'ai 68 CFA dans ma région. Dans ma région, là-dedans, la loi est escalée. Ils nous reprennent la compétence. On découvre quand même que à l'entrée pour le mois de janvier, ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas les mettre en place. Les CFA, ceux qui sont soutenus par l'UMM ou par les filières du BTP, ça fonctionne. Pour tous les autres, on ne sait pas. Si on applique la loi stricto sensu chez nous, c'est 33 CFA qui tombent. Le Premier ministre à Bordeaux nous explique, depuis qu'on a fait passer la loi, on en a 500 qui sont créés en France. Bah, moi, je ne sais pas, ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'en ai 0. Alors, je ne sais pas où ils sont les autres, mais chez nous, c'est sûr que c'est non. Donc, on se retrouve dans une situation très paradoxale, finalement, avec le gouvernement. C'est que, humainement, on s'entend plutôt bien. C'est plutôt agréable. On a plutôt de bonnes relations. Mais mécaniquement, dans les arbitrages, systématiquement, on est marron. Et c'est ça qui est insupportable. Et donc, dans le cadre de cette décentralisation, oui, je suis très attaché à la décentralisation. Oui, je vais vous laisser le micro parce que sinon je m'emballe. Mais moi, je suis un Marseillais, on est issu des lois de décentralisation de Gaston Defferre. Nous, on était au gouvernement ensemble quand on a fait les réformes de M. Raffarin pour la décentralisation. On est maintenant en responsabilité. Les ministres, les autorités supérieures de l'État doivent nous écouter parce qu'on a l'habitude, on a l'expérience et ils ne peuvent pas nous promener. Voilà. Merci beaucoup. André Viola, je me tourne vers vous. À plusieurs reprises, Renaud Museli a prononcé le mot de solidarité. Je parlais des mouvements sociaux quand j'ai commencé tout à l'heure ce plateau, en disant qu'on avait besoin d'ancrage politique fort, parce que c'est aussi ça le lien social, le lien de solidarité avec les territoires. Est-ce que, pour vous, comment peut-on imaginer que l'unité de notre pays sans solidarité, sans démocratie locale, parce qu'on vise quand même dans la République qui est la nôtre à l'égalité entre les citoyens? Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a eu des mouvements sociaux, on en a encore, mais un qui nous vient tous à l'esprit avec les Gilets jaunes. Et là, à ce moment-là, on a vu que les élus locaux, que ce soit au niveau des communes ou des départements, notamment étaient au front pour essayer de faire tenir cette République. Qui à ce moment-là était mis en cause et le gouvernement s'est tourné vers les élus locaux. Et en tout cas, après, on a senti un autre discours. Mais très vite, derrière, eh bien, les actes n'ont pas suivi. Et incontestablement, nos collectivités, quels que soient les 3 niveaux, la démocratie locale, elle est là, c'était le but de la décentralisation, ancrer cette démocratie au plus près des citoyens et la solidarité, bien évidemment. Alors, pour les départements, chef de file des solidarités territoriales et des solidarités humaines, on est là au cœur du système, au cœur du dispositif. Et c'est les débats que nous avions ce matin sur cette question de la solidarité. L'État, à un moment donné, a décidé de nous transférer cette compétence des solidarités. Lourde responsabilité.
nous sommes tous républicains. Nous tenons à la solidarité nationale et à ce que tous les citoyens soient traités de la même façon partout. Et on le fait. Et on le fait. Sauf que, avec l'aspect financier, parce que désormais ça repose en grande partie sur la fiscalité locale, eh bien on arrive mécaniquement à des différences, non pas sur les allocations, parce qu'elles sont versées, et on assume cela tous, mais de fait au détriment d'autres politiques que nous ne pouvons plus mener les uns les autres en fonction de nos spécificités. Et pourtant, dans ce domaine-là, les départements sont innovants et seraient demandeurs d'une plus grande expérimentation. Voilà un autre volet de la Constitution. Hein. Je partage tout à fait. Il y a beaucoup de choses déjà dans les lois et dans les constitutions. Mettons-les en œuvre. La subsidiarité, mais l'expérimentation. Alors, c'était un premier pas, celle qu'il y a dans la Constitution. On évoquait un nouveau pas, un autre élan dans cette expérimentation. Mais nous, on est preneurs. On est preneurs. Avec quelques départements, à l'initiative du département de la Gironde, on voulait expérimenter le revenu de base. On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais on était tous d'accord, en tout cas sur les bancs du Parlement, pour dire laissons cette possibilité d'expérimentation pour voir ce que cela peut donner. Et derrière, eh bien, on a mis en place, toujours à l'initiative de la Gironde, voilà, une association, Solutions Solidaires, justement pour qu'on partage tous entre nous ces innovations sur le terrain. Parce que je suis convaincu que j'en termine là, ces grands enjeux que vous évoquez, hein, démocratiques, sociaux, on pourrait parler de la transition également environnementale, eh bien, ils dépendent en grande partie des collectivités territoriales. Voilà. Et donc, il faut laisser la place à ces collectivités territoriales pour qu'elles jouent ce rôle-là, pas seulement quand il y a des crises autour des ronds-points. Merci. François Sauvadet, on a parlé de la rigidité. Vous avez parlé ce matin de la rigidité de l'organisation avec la loi NOTRe. Vous avez une phrase aussi qui m'a marqué, pardonnez-moi, on n'est pas sur du commentaire de texte, mais elle est forte et elle illustre peut-être votre propos. Vous avez dit l'État n'a pas compris le rôle des collectivités locales. Est-ce que vous avez le sentiment, comment doit-on même inscrire l'acte 3 de la décentralisation en cohérence avec le besoin des territoires de liberté et d'organisation souple? Bon, d'abord, il faut qu'on travaille en cohérence avec tous les niveaux de collectivité. Donc moi, j'ai trouvé que ce matin, il y avait une bonne nouvelle, c'est que le Sénat nous propose de travailler ensemble, maires de France, régions de France, départements de France, intercommunalités de France, pour qu'on dise, voilà, comment on va donner un nouveau souffle parce que chaque fois qu'on a simplifié, moi j'observe une chose, je n'ai pas une immense expérience de la vie politique, mais j'étais journaliste auparavant, chaque fois on nous annonce de la simplification, et quand on va sur le terrain, qu'on revient au nom de la simplification, on rentre dans un monde d'une complexité incroyable. Moi, je n'ai pas un maire que je croise qui ne me dit pas, il ne se prend pas la tête, il me dit, mais attends, explique-moi, parce que là, on n'y comprend plus rien. On est une intercommunalité big à 100, on se retrouve dans la salle, etc., entre les régions, les départements, enfin bon, bref, complexité totale. Donc, il faut qu'on donne un nouvel élan. Il faut partir d'abord des besoins de la population. Et moi, je crois que réaffirmer que le département, c'est la collectivité de la proximité. Il y a un lien indissociable entre les maires, les intercommunalités et le département. Et par exemple, quand on a fait les lois NOTRe et MAPTAM, moi j'en comprenais à peu près le principe, même si je les ai combattus. Le principe, c'était de dire on va faire des blocs de compétences, ça va être simple. On va affecter une ressource, puis un bloc de compétences, et chacun va faire son travail chez lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie, on l'a bien vu. Les grandes régions, elles ont toutes leur place et tout leur rôle. Je le redis au président Muselier, Renaud, elles ont toute leur place, tout leur rôle. Les grandes stratégies économiques, les grands enjeux, la structuration des offres agroalimentaires, les pôles, même pourquoi pas s'investir dans les pôles de compétitivité avec l'État, pas sans l'État, parce qu'il y a une dimension nationale. Bah, évidemment, ils sont dans ce rôle, l'apprentissage, la formation, etc. Mais alors, au nom de cela, il faut que nous, on puisse continuer d'agir. C'est ça la question qui est posée. Continuer d'agir. Alors bon, je ne reviens pas sur la question de financement. Mais par exemple, tout est compliqué. Regardez, nous, on a le laboratoire départemental. Vous savez, on fait les analyses d'eau, etc. On accompagne les restaurants, etc.
Mais on ne peut plus intervenir sur les groupements de défense sanitaire qui constituent la base et le fondement de l'intervention et de l'association des éleveurs à la protection animale. Et c'est des enjeux considérables de sécurité alimentaire. J'ai présidé en son temps la commission d'enquête sur la vache folle et celle du chlordécone. Pas présidé, mais j'ai participé. Je pense à nos amis qui sont ici. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir agir. Il faut qu'on quand on parlait des irritants de la notoriété, c'est pas parce qu'on est irrité, c'est parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus aider individuellement, apporter notre concours individuel. Moi, je ne demande pas à faire ce que fait la région. Hein. Bon courage, mais travaillez avec vous. Mais l'aide de proximité, le commerce de proximité, on dit tous, on est en train de refaire des cafés associatifs. Nous, dès que c'est individuel, on ne peut plus toucher. Avant, on accompagnait les camions de tournée, on aidait la proximité, quoi, la réponse, comment on livre du pain dans les campagnes, comment on accompagne tout ça. C'est concret, mais c'est la vie des gens. Et donc, on ne peut plus aider individuellement. C'est dommage. C'est tout ça dont il faut qu'on parle. Et puis, il y a des grands sujets. Alors, François Durovray va m'en vouloir beaucoup, parce que ça fait 4 fois qu'il l'entend. La loi est mal conçue. Lorsque, par exemple, dans le débat avec les métropoles, sur les compétences qu'on doit transférer aux métropoles, mais on est dans un monde de fous. Regardez, le premier accueil en matière de social, c'est la métropole. Mais par contre, on conserve toutes nos compétences, la protection de l'enfance, les personnes âgées, l'accompagnement familial, les personnes en situation de fragilité, etc. Le handicap. On continue d'avoir nos compétences, mais on n'a plus le premier accueil. Alors moi, quand on a affaire à quelqu'un qui pousse à bout la loi en disant « je veux le social », comment ça se passe? Eh ben, c'est le blocage total. Parce que les gens, ils vont venir se présenter pour dire « tiens, là pas, j'ai mon enfant, ou je sais pas quoi, il faudrait le protéger ». Ah ben non, c'est pas nous. Pour l'accueil, vous allez voir à la mairie, puis après, vous reviendrez me voir quand vous aurez... Bon, enfin, ça n'a aucun sens. Imaginez, mes chers amis, nous avons des compétences qui sont transférables du département vers une métropole. Je pense à la culture, je pense au sport, je pense au tourisme. Transférables, transférés financièrement, hein, c'est-à-dire la part qu'on consacrait, présumée au tourisme, comme si ça avait un sens de promouvoir la Côte d'Or, qui est un des beaux départements. Hein. Enfin, ils sont tous beaux, nos départements. Mais enfin, celui-là est particulièrement beau. La Côte d'Or. Et promouvoir la Côte d'Or sans Dijon, Dijon sans la Côte d'Or. Enfin, on est dans un monde de fous. Et en plus, non seulement on transfère les moyens, mais la compétence reste partagée. Enfin, quand vous allez expliquer ça aux gens, ils deviennent complètement fous. Ils disent, bah, attendez, on est dans un monde, comment on vit? Et puis, dans tous les dessus, donc il faut qu'on toilette toutes ces imperfections, et on le fera avec Territoires Unis. Et la bonne nouvelle, et ce sera une réponse apportée à tous les technocrates qui nous disent, oui, c'est le vieux monde, c'est la vieille politique, c'est des réflexes politiciens. Eh ben, ensemble, on va dire, voilà ce qu'on veut, ensemble. On va le porter. Et c'est pour ça que Territoires Unis, tu as bien fait, Dominique, de le rappeler en permanence, même s'il peut y avoir des divergences d'approche et des contours qu'il faut limer. Mais c'est la bonne nouvelle, Territoires Unis. Et avec le Sénat, moi je pense qu'il faudra qu'on porte tous ce qu'on appelle ces irritants, mais qui irritent surtout le peuple. C'est pas nous que ça irrite. Parce que, je termine là-dessus, quand on dit aux gens qui viennent nous voir, parce que maintenant ils se disent, c'est vrai, c'est un peu compliqué, la région elle est grande, bon, pour trouver... les interlocuteurs, enfin, elle est dans son rôle, la région, de grande structuration. Donc en proximité, ils viennent nous voir maintenant. C'est systématique, on vient nous voir surtout. À dire aux gens, bah, attendez, excusez-moi, on ne peut pas, mais c'est le règne de l'impuissance. Et c'est dans ce fossé entre les ambitions affichées par le gouvernement de reprendre en main la fracture territoriale, de répondre à l'angoisse des gens, au sentiment d'abandon. Donc entre ces ambitions et les limitations qu'on met aux moyens d'y répondre territorialement, et c'est dans ce fossé-là que se nourrissent et que se forge le lit des extrémismes. Merci François Sauvadet. Merci beaucoup. Alors le troisième pilier, si j'ose dire, pardonnez-moi Philippe Laurent, de Territoires Unis, bah, c'est vous qui l'incarnez, secrétaire général de l'AMF, Association des maires de France. 3 piliers forts, unis, on l'a compris. Vous avez entendu le début de ce débat, le début des interventions. Vous avez peut-être eu quelques échos aussi du discours prononcé par Gérard Larcher tout à l'heure. Bon, on sent que voilà, la colère, le ressentiment monte parce que, comme l'a dit Dominique Bussereau, le compte, semble-t-il, n'y est pas. Oui, alors d'abord, je voudrais vous prier d'excuser mon retard à rejoindre cette table ronde. Et puis vous apporter le salut et les amitiés de François Baroin, président de l'Association des maires de France, qui m'a demandé
de rejoindre le Congrès, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que j'aime beaucoup les départements. J'ai été moi-même d'ailleurs conseiller départemental, enfin on disait conseiller général, hein, c'était l'ancien monde, pendant 13 ans. Et donc je suis ici avec beaucoup de plaisir pour vous saluer toutes et tous. Alors en fait, le constat que nous faisons à l'AMF, mais il est évidemment très largement partagé par vous-même, par l'ADF et par Région de France, c'est un constat qui tient en fait en 3 points. Et finalement, Territoires Unis est venu se créer à partir de ce constat. Ces trois points, je vais essayer de les résumer très rapidement. C'est d'abord une forme d'étonnement que le mouvement de décentralisation qui a été engagé... Moi, je date l'engagement du mouvement de décentralisation parce qu'il a commencé dans les têtes avant de se poursuivre dans la loi de 1969. Là où on a commencé à parler de l'idée que la France ne pouvait pas rester un pays centralisé, etc., etc. Vous vous souvenez de cette époque. Il y a eu le rapport Guichard en 1976, et puis après il y a eu les grandes lois de fer, les lois Raffarin, etc. Donc ce mouvement de décentralisation, il a 50 ans. Et le grand étonnement, c'est qu'il n'a pas infusé la culture de l'appareil d'État. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. 50 années d'évolution, de travail, de construction de nos collectivités territoriales, de construction de la fonction publique territoriale, de construction de tout un système de gestion qui a apporté beaucoup à notre pays et qui n'a pas du tout infusé la culture de l'appareil d'État. La décentralisation ne s'est pas imposée comme une espèce de valeur incontournable, une espèce d'évidence dans le fonctionnement de notre pays. Et en y réfléchissant, on peut dater en fait le retournement de la fin des années 2000, parce que la crise financière a été à la fois le prétexte, peut-être la cause aussi, de ce retournement de situation et de cet affadissement complet de cette notion, de cette valeur et des apports de la décentralisation. Le deuxième constat, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est que les relations entre l'exécutif national et les exécutifs locaux sont anormales. Elles sont anormales dans un pays comme le nôtre. Elles sont anormales, elles ne sont pas basées sur des notions de confiance. Elles ne sont pas basées non plus sur l'idée d'un partenariat qui soit respectueux des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué l'échec de la conférence nationale des exécutifs, même s'il peut y avoir de la cordialité, voire de l'amitié entre les personnes. Mais il n'empêche que les appareils, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que, eh bien justement, l'appareil d'État a continué à considérer les collectivités territoriales comme des prestataires de services, au mieux d'ailleurs, prestataires au mieux, au pire d'ailleurs pour certains comme des gêneurs, mais évidemment pas du tout comme des partenaires dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et puis le troisième constat, c'est que eh bien, les réformes incessantes que nous avons connues, que vous avez évoquées les uns et les autres, ont installé dans notre pays une forme de fatigue en fait, démocratique qui a concerné d'abord les citoyens, parce que les citoyens ressentent cette fatigue, et qui a aussi, d'une certaine manière, désenchanté un certain nombre d'élus. Et donc, ces réformes qui portaient sur les institutions, on a évoqué la loi NOTRe, la loi NOTRe, c'est quand même le basculement en tout cas c'est ainsi que le ressentent les maires, d'une intercommunalité choisie à une intercommunalité subie. Bien sûr, tout le monde ne pense pas exactement cela et tout le monde ne le vit pas de la même manière. Mais ça n'empêche que ce mouvement d'une intercommunalité choisie à une intercommunalité subie est ressenti de manière très vive par un grand nombre de nos collègues maires. Et puis évidemment, il y a les relations financières et la fiscalité. Vous l'avez évoqué, on pourrait y revenir tout à l'heure si on le souhaite. On sait très bien que nous avons là-dessus donc des désaccords totaux et que nous avons estimé et que nous estimons que ce qui se passe avec la taxe d'habitation est une très mauvaise chose pour toute une série de raisons. Pour la citoyenneté, pour la perte de ressources publiques, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités locales, pour l'équité fiscale entre les collectivités, voire même entre les contribuables. Enfin bref, il y a sur cette idée de la taxe d'habitation, nous n'avons pas trouvé, nous, un argument favorable à cette disparition de la taxe, cette disparition, enfin, pas générale, mais en grande partie de la taxe d'habitation. Alors à partir de ce constat, et c'est pour ça que nous avons aussi mis en place Territoires Unis, nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état.
nous sommes tenus par notre engagement d'élus responsables, nous sommes tenus donc de lancer cet appel à une nouvelle décentralisation, même pas une nouvelle étape de la décentralisation, à une nouvelle décentralisation, avec, en disant que la situation actuelle, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, pas pour nous, collectivités locales, bien sûr, elle l'est, mais pour le pays tout entier. Et que nous courons, de notre point de vue, un grand danger à laisser cette situation s'installer, parce que cette situation, en réalité, elle rigidifie totalement l'action publique. C'est cette idée de cette situation, elle concentre en fait toutes les responsabilités sur l'État. L'État lui-même n'a pas intérêt à laisser cette situation perdurer, parce qu'il concentre toutes les responsabilités, il concentre toutes les attaques, et on l'accuse de tous les maux. Il n'a pas intérêt à ça, il aurait plutôt intérêt à diffuser et à répartir davantage les responsabilités, parce que aussi cette situation, elle finit par infantiliser totalement nos territoires. Alors, ce qui nous paraît vraiment grave, c'est que notre pays est en train de se priver donc de cet apport des collectivités territoriales en termes d'efficacité de l'action publique, en termes de capacité d'innovation, parce que c'est ce que nous avons montré de longue date, en termes également de réactivité, de souplesse et d'engagement également des élus, afin de retrouver donc un nouvel élan démocratique qui soit non seulement pour nos collectivités, mais pour l'ensemble du pays. Alors, nous pensons que ne pas comprendre cela, c'est véritablement commettre une faute lourde donc à l'égard de la nation. C'est la raison pour laquelle donc l'appel du Territoires Unis doit être plus que jamais porté. Nous le ferons à notre tour lors du congrès de l'Association des maires de France, donc dans un mois. Et naturellement, dans cet appel, nous sommes plus que jamais tous unis dans Territoires Unis. Merci beaucoup Philippe Laurent. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors il y aura des questions de la salle, des élus bien sûr. C'est vos questions, j'imagine, que l'on veut entendre. Je sais qu'il y a déjà Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département du Val d'Oise, qui est là-bas, voilà. Et Philippe Grosvalet, le président du département de Loire-Atlantique, qui souhaite déjà poser des questions. Donc je vous donnerai la parole parce que c'est vos questions qui sont les plus importantes. Je vais essayer d'en poser deux, trois. Une, madame, messieurs, qui va tenir à l'actualité de ce que j'ai entendu, de ce que vous avez entendu ce matin, c'est le discours conclusif, punchy, du président du Sénat, Gérard Larcher. On voit bien que vous êtes unis sur les questions de fiscalité, territoire uni, et on voit bien que l'État, pour l'instant, s'arc-boute sur sa position. J'ai eu le sentiment, Dominique Bussereau, mais peut-être je me trompe, ou Renaud Muselier, ou qui veut répondre, j'ai eu le sentiment que le président Larcher peut-être se posait en médiateur entre l'État, qui n'a pas l'air de comprendre lorsqu'on vous écoute, et les collectivités locales. Enfin, le président Larcher est pleinement, efficacement, et je rajouterai amicalement, dans son rôle de président de la Chambre du Parlement qui représente les collectivités locales de par la Constitution. Bon. Le mode d'élection des sénateurs est un mode départemental. Donc, naturellement, le Sénat comprend parfaitement la dynamique départementale. Où le Sénat peut nous aider, c'est en nous aidant à formuler. Je prends un exemple, la loi NOTRe, dont parlait tout à l'heure François Sauvadet. Depuis le début, on sait qu'elle est mal foutue. Dès 2017, le sénateur de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, et le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, ont fait une loi de correction, mais pas une loi de correction politique. Il ne s'agissait pas de revoir les compétences entre les régions, les départements, etc. Il s'agissait de corriger les anomalies techniques et juridiques même de cette loi. Ce texte, le Sénat a fait l'effort de le rédiger. Nous le donnons à tous les ministres depuis 2 ans et demi. Pour l'instant, c'est une expression un peu vulgaire, nacache. Il ne se passe rien. Bon. Et on n'est même pas sûr que certains de ces amendements, je le disais ce matin, soient repris dans le texte de Sébastien Lecornu, où sans être des cavaliers législatifs qui pourraient être censurés par le Conseil constitutionnel, certains pourraient entrer dans ce texte de simplification de la vie publique. Bon. Ça serait bien de faire la même chose, parce qu'en effet, si le gouvernement tarde trop à nous proposer un projet de loi sur la décentralisation, je le répète, hein, on l'alimente depuis le mois de juin. On l'alimente collectivement, AMF, Région de France et départements,
et on l'alimente chacun par un certain nombre de contributions très précises, très travaillées, celle de Jean-Léonce Dupont sur la nouvelle organisation territoriale des agences de solidarité, celle de Frédéric Bierry sur le social, celle du vice-président de la Côte d'Or sur l'habitat, celle d'Hermeline Malherbe sur la transition énergétique, d'autres encore que j'oublie de citer. Enfin, si on voit que rien ne bouge, c'est en effet pas mal sur un point de vue technique, et pourquoi pas politique, que le Sénat commence à écrire quelque chose. Et à écrire dans sa pluralité. Moi, ce qui m'a frappé aussi, et je termine, dans le propos du président Larcher, c'est qu'il a dit « je ne veux pas l'écrire la majorité sénatoriale, je veux l'écrire avec le groupe socialiste, avec le groupe communiste, avec le groupe proche d'En Marche, radicaux de gauche du Sénat ». Voilà, et je pense que c'est une bonne méthode. Et il ne faut pas qu'un gouvernement, moi j'ai été membre d'un gouvernement pendant près de 9 ans, donc on finit, quand le gouvernement a l'impression que tout ce qui se passe dans le reste du monde, ça vaut rien et qu'on est les seuls à détenir la vérité, ce qui est une folie complète. Il ne faut pas que le gouvernement prenne mal le fait qu'une assemblée représentant les collectivités locales fasse son boulot et écrive un texte. Après, si le gouvernement en a un meilleur, on prendra le texte du gouvernement, et si le gouvernement souhaite faire un accommodement également des propositions de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une délégation aux collectivités locales à l'Assemblée nationale et une commission des lois qui peuvent également travailler. On peut faire un mix de tout ça, mais plus on est à nombreux à écrire, à travailler, à rédiger, mieux on arrive, à mon avis, à un bon résultat. Renaud Muselier. Oui, et puis il y a un autre avantage de travailler avec le président Larcher, c'est que la méthode change. Jusqu'à maintenant, tout était décidé d'en haut et nous était imposé. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit tous fédérés depuis 1 an et demi, ce qui n'était pas le cas avant de travailler de façon ponctuelle ensemble. Aujourd'hui, on travaille de façon régulière ensemble, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui nous permet bien d'essayer de se partager la totalité du tamis pour faire en sorte qu'on soit efficace en étant plus simple. Et ça, c'est l'autre démarche qui est de dire on remonte vers le national. Et en remontant vers le national, au niveau parlementaire, comme nous n'avons plus maintenant les doubles mandats, avant, on savait ce qu'on votait au niveau national. Aujourd'hui, les parlementaires qui sont, j'ai rien contre les parlementaires qui sont là, vivent la République. Mais pour autant, et je les salue, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que n'ayant pas le double mandat, comment vont-ils traiter le poste, le plan d'occupation des sols, tous ces genres de décisions qui doivent être prises en ayant une expérience locale de fonctionnement quotidien? Et donc, le fait que l'on change de méthode, qui puisse nous permettre de partir du territoire pour remonter, est à mon avis une bonne méthode. Et il faut arriver à avoir quand même une écoute au niveau national. Et avec le président de Larcher, grâce au fait que par le Sénat, on a une forme de sagesse différente qui permet d'avoir un spectre plus large sur la vision politique, je pense qu'on peut avoir plus d'efficacité. Michel Autissier, j'aimerais aussi avoir votre point de vue comme président du Cher, j'allais dire puissance invitante. Est-ce qu'il y a des cas concrets qui peuvent illustrer encore plus, si c'est possible, que ne l'a fait François Sauvadet, cette espèce de divorce, d'impossibilité qu'il y a pour l'instant avec des compétences qui s'additionnent et des financements qui s'amoindrissent à remplir les tâches qui sont celles d'un président de conseil départemental? Oui, c'est élémentaire. Hein. Et Renaud Muselier, tout à l'heure, parlait de sous-traitance. On a vraiment l'impression d'être des sous-traitants, mais de donneurs d'ordre qui ne payeraient pas leurs factures. Et en ce qui concerne, par exemple, la RS, en ce qui concerne les services de l'environnement, en ce qui concerne, Gérald Larcher disait tout à l'heure que les préfets n'avaient plus rien d'actif. Nous, c'est vrai qu'on a des préfets qui sont plus capables de taper sur la table en disant ça, je le veux pour mon territoire, et je m'assois sur les décisions du ministère de l'Environnement. Donc, redescendons à la base, parce que nous avons besoin d'y voir clair. C'est ce flou artistique permanent dans les prises de décision qui nous empoisonne l'existence. Et même aussi sur les compétences partagées. J'entendais tout à l'heure, en matière de droit, qui fait quoi? On a lancé les compétences partagées, mais on a eu bien du mal en ce qui nous concerne, ça va mieux, à faire préciser ce que faisait la région ou ce que nous faisions nous-mêmes, en matière de tourisme par exemple, en matière de culture. Alors oui, il est temps d'y voir clair. Ça, pour le social, personne ne nous le réclame. Ça se passe bien, sauf que, pour en revenir aux problèmes financiers, on continue de financer de plus en plus la partie des AIS. Et on ne règle pas les MNA dans la plupart des départements. Donc,
on a besoin de construire cette pyramide d'exécution et de la reprendre à la base pour pouvoir y comprendre quelque chose. Éric Revel, est-ce que vous m'autorisez à faire une annonce paroissiale? Mais je vous en prie. Je viens d'apprendre à l'instant, de prendre connaissance d'une lettre d'Hervé Morin, président de Région de France. Nous avait délégué, premier vice-président, enfin notre ami Renaud Muselier, pour le représenter Région de France. Il vient, conformément aux engagements qu'il avait pris, dont il nous avait parlé, de donner sa démission. Et donc je vous annonce tous que nous avons devant nous le nouveau président de Région de France, en la personne de Renaud Muselier. Monsieur le Président Muselier. Merci beaucoup, ce n'était pas prévu comme ça, hein, mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça me permet de rendre un hommage particulier à ceux qui font de la politique et qui la font noblement et dignement. Hervé, nous étions majoritaires à droite. Je parle sous l'autorité de mes amis responsables des collectivités territoriales comme Alfred Marie-Jeanne. On avait pris la décision de se partager la durée de la mandature. Vous savez que dans la vie politique, partager les choses, c'est assez rare. Eh bien, nous ne nous sommes jamais battus. Nous nous sommes toujours entendus. Il a respecté sa parole. Eh bien, je vais vous dire un truc. Nous, ici, on se connaît depuis longtemps parce qu'on a un grand nombre d'entre nous qui ont siégé au Parlement ensemble. C'est bon de vivre normalement dans un monde normal, même si c'est la politique. Bon ben voilà, une passation de pouvoir en direct sur Public Sénat. Renaud Muselier, le nouveau président de Région de France. Je reviens dans le débat avec vous et Géraldine Chevrier. Vous avez commencé votre point tout à l'heure avec la fameuse question de la subsidiarité ascendante. Quand vous voyez que les territoires se sont regroupés sous cette bannière territoire uni, est-ce que pour vous, juridiquement, ça donne plus de poids encore à la démarche? Est-ce que ça peut modifier la perception que vont avoir les gens qui vont trancher ce dossier? Juridiquement non, politiquement oui. Juridiquement, ça ne change pas grand-chose parce que le territoire uni n'est pas reconnu comme un acteur officiel. Mais la seule chose qu'on n'a pas essayé dans ce pays, c'est de faire confiance aux collectivités territoriales. L'État a toujours eu peur des initiatives locales et a toujours pensé que ce serait un moyen de faire de l'inégalité, puis en tout cas, surtout, les élus locaux n'étaient pas encore mûrs. Après 35 ans de la décentralisation, ce qu'on voit avec Territoire Uni, c'est qu'on a une vraie maturité. C'est-à-dire qu'ils sont dans la tempête nationale, les gilets jaunes, et ils en prennent pour leur grade alors que souvent ils n'ont pas les moyens de répondre à ces demandes. Et ils sont dans la tempête parce qu'on a un État qui a souvent joué un niveau de collectivité territoriale contre un autre niveau de collectivité. Et tout en pensant que les collectivités n'étaient pas suffisamment mûres et responsables, ils se retrouvent avec tous les niveaux de collectivité territoriale qui s'entendent et qui parlent d'une seule voix face à l'État. Et ça, c'est le meilleur gage de maturité qu'il pouvait donner à l'État. Et dans l'ambiance générale, je ne vois pas comment ça ne peut pas effectivement donner un poids supplémentaire. Et peut-être qu'il y a quelque chose à organiser à l'avenir à partir de Territoire Uni pour l'institutionnalisation d'un dialogue permanent État-collectivité territoriale. André Viola et François Sauvadet, je regardais là les fameuses 5 propositions de Territoire Uni du 13 mars 2019. Alors, je le rappelle, réformer les principes organisant la relation État-collectivité, assurer réellement l'autonomie financière des collectivités, mettre la commune au centre de la démocratie de proximité, renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques et puis établir une nouvelle répartition des compétences pour certaines politiques de proximité. C'est extrêmement fort. Est-ce que, d'après vous, François Sauvadet, André Viola, l'État peut accepter l'intégralité de ces 5 propositions qui font aujourd'hui le ciment de Territoire Uni? Visiblement, en tout cas, ça lui pose question, parce que quand on voit le niveau de réponse aux questions qu'on a sollicitées, on peut s'interroger, parce que c'est le congrès d'un pas très, très violent en arrière de la décentralisation, la remise en cause de nos capacités financières, vraiment le plafonnement de la dépense. C'est un nouveau coup qui est porté, et c'est une absence de réponse, mais en même temps un recul. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Et quand on défend tout cela, c'est pas défendre, je l'ai dit ce matin, je le répète, c'est pas défendre des boutiques. C'est qu'on est, vous l'avez dit vous-même, face à une crise sociale qui est très puissante. On en discute souvent avec l'ami Kratinger qui a écrit un ouvrage là-dessus sur les fractures et sur le mal à vivre que ressentent beaucoup de nos compatriotes qui ressentent un sentiment d'abandon.
Je vous dis, si on c'est pas parce que les gilets jaunes sont rentrés de beaucoup de points, etc., que les gilets sont pas dans les têtes. Hein. Et que vous voyez bien à chaque scrutin la montée des extrémismes, mais c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que quand on se bat ensemble, quand on dit au gouvernement écoutez-nous, quand on dit faites-nous confiance, on pense d'abord à ce qu'on vit au quotidien au milieu de nos habitants, dans nos villages, dans nos communes, dans chacune de nos communes. Il ne se passe pas de jour sans qu'on vienne nous voir pour nous poser la question des violences, la question de l'abandon du territoire lui-même, des possibilités de les accompagner, d'apporter des réponses concrètes. Et c'est ça la question centrale qui est posée. C'est la capacité d'agir. On n'est pas contre le gouvernement. D'ailleurs, vous savez, moi, je parlais aussi souvent des problèmes de l'eau. On est face à des changements climatiques. Mais moi, je partage les ambitions. Je préside le comité de bassin Seine-Normandie. Je partage les ambitions du gouvernement sur la biodiversité, l'engagement pour la ressource en eau, tous les objectifs. Simplement, avec quels moyens? Il faut qu'on mette en cohérence les objectifs ambitieux qu'on se fixe avec les moyens mis à disposition. Aujourd'hui, on nous annonce des grandes agences de la cohésion territoriale, cohésion nationale, etc. C'est qui? C'est où? C'est 400 personnes qui vont se retrouver à Paris? On sait très bien qu'aujourd'hui, l'ingénierie territoriale, c'est les départements qui la font. Comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement? Comment est-ce que la présence de l'État va apporter une réponse complémentaire à ceux qui nous disent voilà, il faut qu'on puisse travailler ensemble, répondre en matière de mobilité, dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est ça la question qui est directement posée. Et je vais vous dire que si on n'y répond pas, ça va être extrêmement... Alors, un mot de André Viola. C'est la République qui va vaciller. Moi, je suis inquiet. Je vous le dis, hein. Parce que si on continue comme ça veut dire que dans tous les domaines d'intervention où nous allons, qui ne sont pas obligatoires, on va les abandonner un à un pour faire simplement le versement des prestations. Et ce jour-là, croyez-moi, les tensions seront encore plus fortes qu'aujourd'hui. Je voulais dire un mot sur l'agence de cohésion des territoires. Parce que c'est un exemple que François vient de citer, que Philippe connaît bien, et je le remercie de représenter ici notre ami François Baroin. C'est un exemple très intéressant. On a tous dans nos pensées, surtout quand on a atteint un âge de raison, on lit encore Tintin quand même, on a tous en tête la Datar, la belle Datar de Jérôme Monod qui a implanté des usines à travers la France où l'État jouait un rôle moteur. Et quand les maires de France ont porté l'idée d'une agence de cohésion des territoires, c'est une bonne idée, ça va nous aider, etc. Alors l'idée au départ, elle était bonne. C'était de réunir tout le monde dans la même agence. L'ANA, l'ANRU, l'agence numérique, etc. En réalité, il est venu deux organismes. L'un qui n'a pas dû être défendu au niveau politique et qui s'est fait avoir dans les arbitrages interministériels, qui est l'agence du numérique, et une agence dont je ne connaissais même pas l'existence, je ne sais pas si mes collègues ici la connaissent, l'ESRA, une agence qui s'occupait de la rénovation des anciennes zones commerciales abandonnées. Je vois que ça nécessite une grande connaissance chez les uns, chez les autres. Donc voilà, la grande ambition, c'est devenu ça. Après, le préfigurateur, M. Morvan, un préfet de grande qualité, qui a démissionné d'ailleurs, en plein été, il est parti. Pour pas cautionner ça, je le pense, enfin je le suppose. L'idée, c'était que ça soit dans chaque département. Rien à Paris, et dans chaque département. Moralité, à la fin, c'est le préfet qui devient le correspondant, mais sans un moyen supplémentaire, pas un fonctionnaire de haut niveau autour de lui pour instruire des dossiers, renforcer son secrétaire général, renforcer ton DDTM, etc. Préfet et 400 personnes à Paris qui vont gérer je ne sais pas quoi. Bon. Voilà comment on part d'une très bonne idée, portée par les collectivités, intelligente, et qu'on aboutit à quelque chose dont je souhaite que ça marche. Mais ce que je viens de vous décrire me laisse perplexe sur le fait que ça marchera. André Viola, on parlait de prestations sociales tout à l'heure et de difficultés sur les moyens pour les verser. Est-ce que ça veut dire que les départements pourraient être en difficulté pour verser le RSA, par exemple, qui serait peut-être de nouveau une politique nationale? Parce que s'il y a des difficultés financières, avec des compétences qui s'additionnent mais sans les moyens qui vont en face, on peut se poser la question des prestations sociales et du rôle aujourd'hui qui est dévolu au département et qui pourrait être modifié. C'est votre analyse? On est au cœur du sujet, c'est ce qu'on disait ce matin. Il ne faut surtout pas abandonner cette question des allocations individuelles de solidarité, parce que elles ne seront pas remises en cause. Nul d'entre nous ne sacrifiera le versement des allocations de solidarité pour des raisons budgétaires. Mais parce qu'on ne fera pas ça,
on sacrifiera d'autres politiques publiques. Et notamment, et c'est ça qui est rageant, quand le gouvernement nous met sous le nez en disant « mais regardez, enfin, les politiques d'insertion, vous avez diminué vos budgets. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a dû se concentrer, et surtout après la crise de 2008, dont on a eu les répercussions pendant plusieurs années, ben, il a fallu se concentrer justement sur le paiement, le versement de ces allocations individuelles de solidarité. Donc le risque, il est là. Et c'est pernicieux parce que, voilà, par rapport à ces allocations, on sait bien qu'il y a des départements, ça va être plutôt l'APA, soumis à une population plus âgée qu'ailleurs en moyenne. À un autre endroit, ça sera le revenu de solidarité active. Et là, par exemple, sur le revenu de solidarité active, malheureusement, souvent, là où il y a beaucoup de bénéficiaires du RSA, c'est là où, évidemment, il y a le moins de rentrées fiscales. Et ce sont ceux qui vont bénéficier qui risquent d'être les payeurs. Et c'est ça qu'on reproche dans le système. C'est d'avoir transféré le paiement de cette solidarité nationale sur des solidarités locales. Et c'est là-dessus que ça ne marche pas. Et c'est une des raisons aussi pourquoi c'est pas lié avec les allocations de solidarité, mais on conteste le transfert sur la TVA. Parce que la TVA, c'est un impôt basé sur l'économie, la croissance. Nous, quand il y a eu la crise... On dit parfois c'est un impôt injuste, parce que quel que soit le niveau de pouvoir d'achat, on paye le taux de TVA. Tout à fait, en plus. Mais il est lié à la consommation, donc au pouvoir d'achat des Français. Crise économique, moins de rentrées fiscales. Or, nous, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de plus de moyens pour agir au niveau de la solidarité. Géraldine Chavrier, un mot, et ensuite le président Muselier. Géraldine. Oui, juste sur cette question de financement des compétences sociales, pour moi, c'est un scandale absolu, ce reste à charge sur les départements. Il faut quand même se rappeler que ça relève de la solidarité nationale. Alors d'accord, il y a des règles constitutionnelles concernant la compensation des transferts de compétences. Mais pour moi, ça demeure, quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, inconstitutionnel de laisser un reste à charge pareil aux collectivités territoriales. Si ça relève de la solidarité nationale, alors l'État doit prendre sa responsabilité financière. C'est la Constitution qui l'impose. Et bien sûr qu'il y a des choix des départements qui supposent des financements par les départements, mais par exemple, l'augmentation des allocations, je ne comprends pas que ça ne puisse pas être compensé pour les départements. Pour moi, ça viole autant les dispositions législatives qui disent que lorsqu'il y a une augmentation d'origine simplement réglementaire, elle doit être compensée, et ça viole les dispositions constitutionnelles parce que la solidarité nationale suppose que c'est à l'État de prendre en charge le poids de ces difficultés sociales. C'est pas au département individuellement en fonction de leurs possibilités. Renaud Muselier, puis Philippe Laurent. Renaud Muselier. Oui, on revient sur quelque chose qui est essentiel, c'est qui paye décide. Quand même. Quand on voit, ou qui décide paye, quand on voit par exemple la réforme de M. Blanquer, sur laquelle nous étions globalement assez favorables, enfin ça dépend encore, enfin, pour ma part j'étais favorable, ça nous coûte directement 15 à 18 millions d'euros, nous on est passé aux tablettes numériques, ça fait 25 millions d'euros, donc le changement et la distribution des manuels scolaires nous coûte directement, sur une décision du ministre de l'Éducation nationale, ça nous impacte directement. Alors, en fait, pour reprendre un peu ce que disaient mes voisins, on est face à trois très gros objectifs. On a trois crises devant nous, l'économique, l'environnemental et la démocratique. Et là, l'État est faible, il n'a plus les moyens financiers et il est face à la confiance que l'on peut avoir dans la parole de l'État. On l'a vu ce matin, par exemple, dans le contrat de plan État-région, où il faut répondre très vite alors qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et donc, on a la nécessité, vraiment... Ils ont la nécessité d'ouvrir la porte et de travailler avec nous. S'ils ne le font pas, comment allons-nous aborder ces trois problèmes majeurs qui sont devant nous? Et ça, c'est une prise de conscience qui, à mon avis, est absolument nécessaire. Nous ne sommes pas leurs sous-traitants. Nous sommes des partenaires. Et donc, nous avons la nécessité de se faire respecter en tant que tels. Il y va de la stabilité de notre pays, bien sûr, de chacun de nos territoires. Sur l'autre volet, qui était tout à l'heure l'hommage que je voulais rendre à Hervé Morin, quand même, en le remerciant de la parole qu'il a donnée, je veux dire à mes copains présidents de région qu'il est quand même président de région, des présidents,
jusqu'au 6 novembre, parce que c'est normalement eux qui voteront pour moi le 6 novembre. Hein. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis aujourd'hui son représentant. Hein, voilà, merci. Philippe Laurent. On voulait juste dire que tu étais son représentant et un peu plus. Voilà. Non pas sur Hervé Morin, mais sur le débat qui nous anime cet après-midi. Oui. Écoutez, je crois que tout ce qui a été dit, et on peut encore en ajouter des pages et des pages, tout ce qui a été dit montre quand même le malaise certain qui existe. Enfin, c'est même plus qu'un malaise. C'est en fait un gâchis. J'appellerais ça un gâchis républicain, ce qui nous arrive. Parce que, je vais encore ajouter un exemple, ça a été peut-être cité avant que je n'arrive, mais le projet de loi de finances pour 2020. J'ai repris, j'ai pas tout retrouvé, mais j'ai repris la liste des déclarations du président de la République, du Premier ministre, des ministres, sur la compensation de la suppression de la grande partie de la taxe d'habitation. Hein. Donc, vous avez cette expression qui est un élément de langage qui revient partout, c'est à l'euro près. Ouais, moi, je suis ingénieur, donc l'euro près, on voit à peu près ce que ça veut dire. Hein. Égal, bon, c'est égal, quoi. Hein. Mais quand nous avons vu arriver au comité des finances locales, c'est à l'euro près. Ouais. Comment ? Oui, je vais vous donner la parole dans quelques secondes, là, et on commencera par Marie-Christine, mais je vous en prie, Philippe Laurent. Non, en deux mots. Quand nous avons vu arriver au comité des finances locales ce projet de loi de finances, où il nous a fallu, à quelques-uns, extirper de la part des ministres qui étaient présents, et qui n'étaient pas très fiers d'ailleurs de ce qu'ils avaient annoncé, qu'il y avait le gel des bases, qu'il y avait la référence de taux 2017, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais chacun voit ce que ça veut dire, qu'il y avait la perte de pouvoir fiscal sur la partie de la compensation qui excédait la part départementale du foncier bâti transféré. Enfin, quand on a vu tout ça, on a quand même été sidérés. Sidérés d'être dans une telle situation que nous ne pouvons plus faire confiance du tout à la parole de l'État, quelle que soit la personnalité qui exprime cette parole. C'est quand même un souci. Et pourquoi c'est comme ça ? J'ai dit tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'en réalité, il y a une partie, c'est pas tout le monde, mais une partie de la haute administration, parce que le gouvernement, il y a quelques politiques, mais enfin, bon, la plupart du temps, sont quand même des techniciens, et ils sont très entourés et très cornaqués par la haute administration, parce qu'une partie de la haute administration est convaincue, ils ne pourront pas faire mal, ils sont convaincus qu'ils sont les seuls à incarner, à représenter l'intérêt général dans ce pays. Voilà. Et donc, ils professent sinon un mépris, mais en tout cas une forme d'ignorance totale pour ce que nous, avec nos équipes, avec nos équipes d'élus, avec nos équipes administratives, etc., nous faisons sur le terrain tous les jours, depuis j'allais dire presque depuis toujours, même avant la décentralisation. Et ça, c'est vraiment ce qui me frappe, c'est qu'on a vraiment, on dit souvent il y a deux France, la France d'en haut, la France d'en bas, bah, là c'est un peu ça, il y a deux France aussi, qui s'éloignent de plus en plus. Si on ne met pas un terme à ça, on va à la catastrophe. Tous les pays qui s'en sortent, qui amènent du bonheur à leur peuple, ce sont des pays qui ont compris l'idée de décentralisation, l'idée de la répartition des responsabilités, l'idée qu'on est plus efficace quand on est près du terrain. Tous les pays. Et nous n'avons pas compris. Et le problème, si on était sur une voie qui progressait encore, mais là, on est sur une voie qui régresse. Donc il y a vraiment un appel, et ça c'est le rôle de Territoires Unis naturellement, un appel à lancer solennel, pas seulement au gouvernement, au Parlement aussi, au Parlement, et à l'ensemble de nos concitoyens, pour que cet état d'esprit, cette culture évolue. C'est très difficile de faire évoluer une culture. C'est plus difficile que d'avoir une majorité, une opposition, une alternance politique. Là, c'est la culture qu'il faut changer. Mais si on n'y parvient pas, je pense que notre pays court de graves dangers. Ça a été dit, ça a été évoqué dans plein de domaines, environnemental, social, etc. Nous courons de graves dangers. Là, on n'est pas dans une discussion de marchand de tapis. Tu m'as donné 100, tu me redonnes 90, etc. Non, il faut que notre message soit plus puissant. Merci Philippe Laurent. Alors je vais donner la parole à la salle pour des questions, pour des remarques sur cette table ronde, sur ce 89e congrès. Je vais commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, par Marie-Christine Cavecchi, qui est la présidente du département du Val d'Oise, qui est juste en face de moi. Madame la Présidente, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bonjour madame, bonjour messieurs. Le mot confiance, c'est vraiment le mot, je crois, de la journée et c'est ce que nous retiendrons. La confiance que les collectivités peuvent avoir envers l'État et la confiance que nous demandons à l'État qu'il nous fasse. Alors nous sommes des élus au suffrage universel et nous sommes comptables, et ça a été dit aussi ce matin, devant nos concitoyens de l'action que nous menons dans le cadre des compétences, madame, vous l'avez dit, que la Constitution et la loi nous confient. Et c'est tout à fait normal, on est sujet à ce contrôle, c'est normal. Les élections, d'ailleurs, nous en rappellent régulièrement l'objet. Dans ces conditions, nous demandons uniquement qu'à répondre au président de la République qui nous appelait, je vous rappelle, lors du déjeuner l'année dernière au mois de février, qui nous appelait donc à prendre nos responsabilités. Lors de ce déjeuner, qui nous avait quand même grandement laissé sur notre faim, si je peux dire ce petit mot. Notre action principale est l'action sociale. C'est le cœur de notre travail. Mais cela doit dépendre d'une politique décidée et non plus subie. C'est ce qui a été dit aussi toute la matinée. Alors voici quelques questions que je me pose et que nous pourrions nous poser ensemble. Comment un acte 3 de décentralisation pourrait-il renforcer notre pouvoir réglementaire en matière d'attribution des aides individuelles de solidarité ? Nous savons parfaitement, toutes et tous, que le corset, parce que c'est un véritable corset, messieurs, vous ne savez pas ce que c'est, mais nous, on sait un peu, que le corset qui nous enserre, de ce point de vue, a aggravé nos difficultés lors de la crise récente des finances locales. Et dans un contexte où l'État rigidifie nos recettes, rendra encore plus aléatoire l'issue de la prochaine crise, parce que n'en doutons pas, il y aura une prochaine crise. Devons-nous alors renoncer à réclamer, par exemple, de la souplesse et de l'adaptabilité du point de vue de nos dépenses AIS? Pouvons-nous, dans ce cadre, espérer des avancées en matière de gestion du RSA? Je pense à une meilleure articulation entre notre rôle et les CAF. Dans le même ordre d'idées, il a été évoqué la création d'agences départementales des solidarités. Que faire pour affirmer clairement le chef de fila des départements dans des domaines aussi importants et que nous gérons au quotidien que l'accompagnement des publics fragiles, les enfants en danger, dont les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Ne serait-il donc pas temps de mettre fin aux doublons de gouvernance et d'agir sur le statut de certaines catégories de personnel qui compliquent évidemment la gestion de nos établissements, et je pense notamment à un cas dans le Val d'Oise qui est la nomination du directeur de la maison de l'enfance qui dépend du statut de l'hôpital. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc on n'a pas de directeur, on ne peut pas le nommer. Soyons clairs, nous sommes et nous resterons les acteurs incontournables des politiques sociales. Nous assumons et nous assumerons pleinement cette vocation. Alors que l'État nous prouve qu'il nous fait confiance, nous ne demandons que cela. Cela a été dit tout à l'heure. Et nous saurons lui montrer, j'en suis absolument persuadée, par notre efficacité que nous en sommes dignes. Nous attendons donc des réponses de l'État. Merci Marie-Christine Cavecchi. Une réponse? Et peut-être qu'après Géraldine, on pourrait demander, si Philippe Grosvalet le veut bien, oui, à Frédéric Biry, qui a, sur ces 3 points, a porté le projet de l'ADF, de répondre en 2 mots à Marie-Christine. Très bien. Tout simplement, là, c'est très large du point de vue du droit, et vous avez bien posé toutes les questions. Concernant le pouvoir réglementaire local et les compétences sociales, c'est là que la situation est vraiment injuste. C'est-à-dire que vous payez la solidarité nationale qui ne devrait pas vous incomber, mais comme c'est de la solidarité nationale, vous allez avoir le principe d'égalité qui va s'appliquer avec beaucoup plus de rigueur. Le juge administratif comme le juge constitutionnel vont regarder de façon beaucoup plus attentionnée s'il y a des ruptures d'égalité, et ça va à chaque fois servir de prétexte pour limiter votre marge de manœuvre. Alors, il y a quand même des choses à faire. D'abord, il faut quand même souligner que, du coup, la compétence sociale, c'est certainement la compétence qui est la plus adaptée pour l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, elle permet d'abord de déroger au principe d'égalité de façon provisoire pour pouvoir inventer mieux. Et si vous inventez mieux,
il y a moyen ensuite de le faire pérenniser. Vous savez, sans révision constitutionnelle, abrogeons la loi organique qui dit qu'il faut généraliser ou abandonner. On abroge la loi organique, c'est pas compliqué, hein, et on change la vie de toutes les collectivités territoriales. Et donc ça, c'est un domaine où l'expérimentation a sa place. Vous parliez tout à l'heure des organisations avec la CAF, ça, c'est un formidable domaine pour l'expérimentation. Pour le pouvoir réglementaire local, il faut regarder les mesures qui pourraient effectivement revenir aux collectivités. Et ça veut dire que tout ce que vous venez de voir là, eh bien, c'est le changement de mentalité dont on parle tous depuis un moment et qui est vraiment nécessaire. Ben, effectivement, il faut qu'il vienne de vous. C'est-à-dire que maintenant, ça n'a jamais été vous qui avez eu jusqu'à maintenant la plume. Vous les avez vus, vous, les problèmes. Vous avez parlé de toutes ces difficultés législatives, ces nominations qui sont ridicules. Notez-les. Faites des propositions maintenant. Faites remonter des propositions. La loi, c'est aussi vous qui pouvez la faire. Vous avez une faculté de proposition. Vous n'avez pas un pouvoir d'initiative. Vous ne pouvez pas déposer une proposition de loi. Mais vous avez un Sénat qui est de plus en plus derrière les collectivités. Et il faut effectivement, tous, autant que vous êtes dans vos collectivités, quand vous voyez une aberration, quand vous voyez une possibilité de progrès, quand vous avez une idée d'amélioration, ne vous dites pas, c'est pas moi qui rédige, imposez ces modifications. Alors pour répondre complètement également à Marie-Christine, tu as touché du doigt un élément, à mes yeux, fondamental. Que la ligne soit claire entre les responsabilités et les compétences de l'État et des collectivités. Je pense que c'est un élément effectivement fondamental. Aujourd'hui, on voit bien que sur les politiques sociales, on est au milieu du gué. C'est-à-dire que le RSA, c'est nous qui le payons et c'est l'État qui décide de l'augmenter. Et c'est nous qui devons faire face à cette augmentation, en fait, l'État faisant des cadeaux avec l'argent des départements. On est dans la même situation sur les EHPAD. Aujourd'hui, on a une double habilitation dans les EHPAD. Effectivement, ça alourdit le travail administratif, alors que l'enjeu, c'est l'accompagnement humain qu'on peut avoir de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, sur les politiques sociales, mais Dominique le disait aussi, par exemple, quand il parlait des gestionnaires des collèges, il faut qu'on aille au bout des compétences qui sont déjà transférées. Je pense que ça, c'est un élément fondamental si on veut une décentralisation réussie. Deuxième point, j'en profite puisque j'ai le micro, que je voulais évoquer, c'est l'enjeu de la capacité à agir. Et la capacité à agir, elle doit, à un moment donné, sortir des financements de l'État. Tant qu'on sera dépendant des financements de l'État, on sera contraint dans notre démarche de libre administration. Et donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique de dépendance financière des collectivités. Et si on veut une véritable décentralisation, c'est cet objectif-là qu'on doit poursuivre, avec en parallèle, bien évidemment, le principe de subsidiarité. Moi, vous savez, dans mon département, je ne me pose plus la question si je suis compétent ou pas. Quand les concitoyens ont un problème, j'essaie de trouver une solution. S'il faut taper à la région, je vais taper à la région. Si c'est à l'État, je vais taper à l'État. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on réponde aux attentes de nos concitoyens. Sinon, on ne reconstruira jamais la confiance avec nos concitoyens. Donc, possibilité d'agir à travers le principe de subsidiarité, ça, il faut qu'on l'obtienne. Parce que de temps en temps, c'est la Comcom, quelle bonne échelle. De temps en temps, c'est la commune. De temps en temps, c'est le département. De temps en temps, c'est la région. Il faut que ce soit simple. La possibilité de différenciation, on l'expérimente, nous, avec la collectivité européenne d'Alsace qu'on construit au Bas-Rhin ensemble. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, on voit bien que les problématiques des forêts, pourquoi pas prendre la compétence ONF sur certains territoires, ça pourrait avoir du sens. Compétence navigation pour le Rhin chez nous. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on gagne absolument en souplesse, en capacité d'agir, mais que les choses soient plus claires. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, bien sûr, je l'ai annoncé tout à l'heure. Monsieur Courvalet, je vous en prie. Voilà, président du département de Loire-Atlantique. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une question. Une remarque. Peut-être pas non plus. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que la décentralisation est un sujet bien trop important pour le confier aux seuls élus locaux. C'est un sujet politique. Et si j'avais une question à nous poser, c'est comment sommes-nous capables de réenchanter nos concitoyens, comme le disait Philippe Laurent, de remettre ce débat politique au cœur du débat politique. Pourquoi ? Parce que, au fond, Bernard Lapassé pourrait le dire, on est sur le reculoir depuis 15 ans. Moi, je suis fatigué. Je ne suis pas résigné, mais je suis fatigué. Parce que je pense que nous devons nous réemparer de ce débat politique.
Renaud Muselier parlait de Defer tout à l'heure. Defer était un homme de gauche. Et rappelez-vous des débats à l'Assemblée nationale sur la décentralisation. Ceux qui ne sont plus là aujourd'hui se retourneraient dans leur tombe de nous voir aujourd'hui unanimes sur cette question de la décentralisation. Bien, mais moi je continue de penser qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Je continue de penser que ce débat est au cœur du sujet et que nous devons le reposer dans l'ensemble de la société, à commencer par nos partis politiques. Moi, je ne sais pas ce que le nouveau parti En Marche pense de la décentralisation. On a une Assemblée nationale, je le vois en tout cas dans mon département, de parlementaires qui ont été élus sur une forme de dégagisme. Ils ont été élus, ils sont évidemment représentants de la nation, mais ils n'ont pas d'histoire de la décentralisation, ils n'ont même pas la connaissance du fonctionnement de nos collectivités locales. Ils n'ont pas cette culture. Et moi, je pense que nous devons remettre dans le débat politique des choses essentielles qui sont les grands ressorts de la décentralisation. On a reculé sur la clause de compétence générale. Même moi, j'ai fini par reculer. Je pense qu'on a eu tort. On a reculé sur la taxe professionnelle. Et moi, je ne suis pas sûr que Territoires Unis résiste au transfert de la taxe du foncier bâti. Donc ce n'est pas en nous comportant entre nous à nous chamailler sur des fiscalités, des compétences, etc., qu'on va redonner goût à la décentralisation. Moi, j'ai participé à des débats en Tunisie sur cette question des pouvoirs locaux et de la décentralisation, au moment où ce peuple était à réécrire, venait d'écrire sa constitution, était à écrire la question de la décentralisation. Bien, je pense qu'ils ont des choses à nous apprendre d'ailleurs, mais nous devons imposer ce débat dans le débat public et dans toutes les prochaines élections. Et ça, c'est notre responsabilité, à la fois d'élus, mais aussi de militants politiques. Je pense que quand même, on ne peut pas résumer aujourd'hui ce débat à un débat droite-gauche. On ne peut pas le résumer à un débat girondin-jacobin. Je rappelle quand même que les 4 précédents présidents de la République ont tous été maires et présidents de département. Finalement, j'excuse un peu Emmanuel Macron, même si c'est peut-être celui avec lequel j'ai le moins d'atomes crochus. Donc il faut absolument qu'on repose les fondamentaux. Nous avons des différences entre nous, sans doute, d'approche sur cette question. Donc comment est-ce que nous pouvons réenchanter nos concitoyens pour qu'ils aient la conviction que leur vie quotidienne est impactée par cette question de la décentralisation? Les écologistes, finalement, ont réussi à faire naître cette idée et cette conscience collective que la question de nos ressources est importante, la question de la préservation de notre planète. Eh bien, il faut qu'on réenchante nos concitoyens avec la politique et qu'on affirme aujourd'hui que la décentralisation est indispensable pour le progrès humain. Merci beaucoup. Géraldine. Réenchanter le citoyen, vous dites. 1976, la droite, vivre ensemble. Voilà, vous venez de suivre cette table ronde de cette première après-midi du 89e Congrès des départements de France. Une table ronde qui réunissait les représentants de Territoires Unis, vous savez, cette association qui rassemble les 3 principales associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Association des régions de France et l'Association, bien entendu, des départements de France. Au cœur de discussion, on en reparlera bien sûr dès demain, cette fameux acte 3 de décentralisation voulu et annoncé par Emmanuel Macron, mais sur laquelle demeure pas mal d'incertitudes. Principale annonce de cette table ronde, elle est venue de la bouche de Dominique Bussereau, le président des départements de France, qui a annoncé en direct, vous l'avez certainement entendu sur notre antenne, la démission d'Hervé Morin, le président de l'ARF, l'Association des régions de France, au profit de Renaud Muselier, l'actuel président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui devient donc le nouveau leader, le nouveau responsable de l'Association des régions de France. Ainsi va le congrès des départements de France. Il se poursuivra bien sûr demain matin. Je vous retrouverai avec plaisir dès la matinale, présentée par Oriane Mancini. Et je vous retrouverai également, bien entendu, tout au long de cette journée de vendredi qui viendra clore ce congrès avec la présence de 2 ministres annoncés, Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'est avec plaisir que je vous redis à demain. Merci.